Bienvenue au deuxième volet, qui est en fait la vidéo 1 de ce groupe Génération Y. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette deuxième vidéo, je vais expliquer encore en quelques secondes ce que c'est que la génération Y. Je l'ai nommé comme ça en partant juste du principe que nous, la génération qui a grandi avec les baladeurs et les écouteurs, lorsque nous les avons à nos oreilles, ils décrivent un Y en partant des oreilles vers le torse. Mais je ne vais pas présenter la vidéo d'aujourd'hui avec ces écouteurs-là, c'était juste une explication courte pour rappeler ce que nous sommes et un petit rappel encore qui a été mentionné en détail dans la précédente vidéo. L'objectif ici, c'est de réveiller les gens, de réveiller les uns et les autres, de réveiller la génération Y parce que nous sommes venus en Europe pour les fausses raisons et ça doit finir. Nous sommes venus en Europe non pas pour se développer mais parce que nous pensions trouver notre paradis ici, s'enrichir ici, construire une villa ici. Voilà, avoir une vie tranquille. Mais il y a un petit problème dans tout ça. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous ne sommes pas chez nous. On se trompe sur toute la ligne. Nos parents qui sont venus ici il y a quelques décennies avant nous se sont comportés comme nous essayons de le faire en ce moment et ne nous ont laissé aucun héritage notable. C'est ce qui nous confronte aux problèmes que nous avons actuellement. Nous fuyons notre pays pour se retrouver en Europe. C'est une honte. Et ça doit cesser. Ou du moins, il faut que la raison pour laquelle nous venons en Europe soit autre. Que nous venions apprendre et trouver, regarder le monde sous un autre angle pour comprendre comment développer notre pays. J'ai lu ce matin une revue sur Internet où un Français disait à ses compatriotes « Nous perdons 36 milliards d'euros chaque année à cause des immigrés ». Donc, nous avons, je ne suis pas en train de dire que les Blancs ne veulent pas de nous, ou alors qu'il faut les détester, non. Mais une chose est sûre, si on interrogeait chaque Européen sur l'immigration, on se rendrait compte à coup sûr que plus de la moitié, sans détester les Africains, voudraient avoir leur pays pour eux, parce qu'ils sont conscients, ils se disent qu'ils perdent beaucoup d'argent à cause des immigrés. Ce n'est peut-être pas vrai, les immigrés sont aussi en quelque sorte la main-d'œuvre, et contribue énormément à l'économie européenne. Mais il y a ce désir-là, ce désir nationaliste de rester chez soi, de ne pas trop subir l'invasion des autres, et c'est ça. Ça dérange quand on n'a pas de pays, quand on émigre, quand on se retrouve dans un autre pays, parce que ce n'est pas comme si on n'avait pas de maison. Un sans-abri, on peut le chasser, il n'a pas de maison. Mais c'est d'autant plus grave que lorsqu'on se retrouve chez quelqu'un d'autre, on a une maison, on se fait chasser, et on oublie qu'on a une maison. On devrait se souvenir, non, j'ai une maison, en l'occurrence un pays qui est même peut-être meilleur que le pays d'accueil qui est en train de me chasser en ce moment. La priorité de ce groupe donc est d'éveiller les uns et les autres, la génération Y, pour comprendre qu'ils ont un pays qu'il faut développer pour que nous n'ayons plus à aller chez les autres. Nous avons un héritage à laisser à nos enfants. Nous ne devons pas laisser à nos enfants le monde tel que nos parents nous l'ont laissé, de sorte qu'eux aussi fuient leur pays pour se retrouver ici à l'étranger et se faire traiter de la même manière. Donc, il ne s'agit pas de critiquer la génération Y qu'elle ne fait rien, mais il s'agit de présenter les solutions pour qu'elle fasse justement quelque chose ou qu'elle fasse plus que ce qu'elle fait à présent parce qu'elle est jeune et elle a la possibilité de créer un monde meilleur, un pays meilleur, une Afrique meilleure, du moins une patrie meilleure, pour ne plus aller chez l'autre commander quoi que ce soit. Et comment ça passe ce développement? Comment ça se passe? Par la lecture. Ce qui constituera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est justement la lecture, l'importance de la lecture, comment se développer grâce à la lecture. Je vais recommencer avec une pique supplémentaire. N'en déplaise à certains, les Allemands ne lisent pas. Les afrocentristes vont essayer de contourner la question d'une façon ou d'une autre, mais il y a un proverbe qui vient de l'Afrique elle-même et qui dit « Si tu veux punir un Africain, donne-lui un livre à lire ». Et nous le voyons lorsque nous entrons dans les stations de métro. Les seules personnes que nous voyons avec un livre à main, faites l'expérience et vous verrez, ce sont des Blancs, ce sont des Européens. Nous prenons des voitures parce que nous n'avons pas de quoi nous payer le ticket du ICE ou du TGV. Nous faisons de longues routes en voiture. Ce que nous avons, ce n'est pas un livre, ce sont nos écouteurs, notre génération Y, pendant 7 heures de voyage pour relier par exemple Francfort am Main
à Berlin. Les Africains ne lisent pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que la particularité de ce forum va consister en la vidéo plus qu'en un article, parce que de un, je ne suis pas professeur, et de deux, je crois que par l'information visuelle, on se sent plus concerné, du moins quand on est africain, que par l'information écrite, où l'Africain s'ennuie plus vite. Il ne s'agira cependant pas de condamner l'Africain non plus, mais de proposer justement la solution, en ce sens que j'ai recensé 10 avantages de la lecture qui vont encourager les Africains à lire. Il y en a certainement plus, mais je me suis limité à 10 parce que la vidéo, je la ferai en 20 minutes. Dans quelques jours, j'en ferai certainement une pour compléter, mais nous allons d'abord commencer avec les 10 premiers éléments bénéfiques de la lecture. En quoi la lecture est utile? La lecture développe premièrement le sens de l'initiative. Parce qu'en lisant, nous constatons que beaucoup de choses, beaucoup d'inventions dans lesquelles nous vivons à présent ont été l'œuvre de certaines personnes qui se sont levées et qui ont dit « je vais créer un monde meilleur ». Je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes sur mon propre mur avant de créer cette page. Lorsque nous pensons à Facebook, le moyen par lequel nous communiquons en ce moment, il a été créé en 2004 par le jeune mathématicien américain Mark Zuckerberg, et il n'avait que 18 ans. Lorsqu'on lit dans ce genre de choses, on se dit, s'il a créé quelque chose comme ça à 18 ans, ce n'est pas un génie, ce n'est pas un dieu, il a deux mains, deux yeux, il a la même constitution que moi, je peux donc faire la même chose. Les progrès de la médecine dans tous les domaines ont été l'œuvre des inventeurs. Blaise Pascal, qui a inventé la pascaline, la première machine à calculer dans les années 1600 pour aider son père qui avait une fonction importante dans l'administration, avait 18 ans, lui aussi était très jeune du moins. La lampe à incandescence a été inventée par Edison. La pénicilline a été découverte, le Penicillium notatum, qui présentait ces propriétés-là, a été découverte par Fleming, qui a développé ça avec ses congénères, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on lit, on apprend que les progrès scientifiques et techniques dans le monde dans lequel nous vivons ont été l'œuvre de personnes qui ont décidé de ne pas dormir et de créer des choses. Et lorsqu'on lit donc, on se dit, il faut aussi que moi je crée quelque chose pour que je figure dans un livre et pour que les générations futures aient aussi ce sens de l'initiative là, en lisant que moi aussi j'ai créé quelque chose. Également, la lecture, c'est le deuxième point, permet de ne jamais abandonner lorsqu'on prend une initiative, parce que avoir le sens de l'initiative ne signifie pas la réussite garantie. Ça ne signifie pas que tout va toujours marcher du premier coup. Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, nous avons, je vais prendre l'exemple de deux femmes aux origines différentes mais au destin commun. L'écrivain britannique J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, et l'écrivaine sénégalaise Fatou Dioum, l'auteur de Le ventre de l'Atlantique. J.K. Rowling est l'auteur de Harry Potter, c'est une écrivaine britannique. Elle a écrit Harry Potter en 1990. Elle n'a pu le publier que 7 ans plus tard, en 1997, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Un livre qui a connu un succès énorme, et les livres suivants qu'on connaît, mais le parcours n'a pas été facile. Il a été rejeté plusieurs fois. Elle a présenté dans la maison d'édition Bloomsbury Publishing, qui l'a aussi rejeté, mais il y a une fille dans cette maison d'édition qui a lu ce livre posé sur la table par hasard, qui l'a beaucoup aimé et qui a insisté auprès de l'éditeur Christopher Little pour qu'il publie le roman, quoi qu'il en soit. Il n'y croyait pas, mais il a quand même publié, et cette femme vivait d'allocation. Elle était dans une situation très peu confortable, si bien que la légende court qu'elle n'avait pas de chauffage chez elle parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'en payer. C'est vrai, ce n'est pas vrai, mais c'est une façon de comprendre que ça n'a pas été facile pour elle, et maintenant elle est la première femme à atteindre le milliard de ventes avec ses livres. Pour l'écrivaine sénégalaise, le destin est semblable. Elle est de la tribu Sierer. C'est une tribu sénégalaise dont est issu le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, président de 1960 en 1980. Elle vient de là, elle a grandi au Sénégal, elle a fait des études, elle s'est intéressée à la littérature. Ensuite, elle s'est amourachée d'un blanc, d'un Européen, d'un Français, et elle est partie vivre avec lui en France. Mais ça s'est très mal passé, sa famille ne voulait pas d'elle, donc elle s'est retrouvée dans une situation compliquée. Elle a essayé de subvenir à ses besoins tant bien que mal avec des petits boulots,
qui n'a pas été, ce qui n'a pas été facile du tout. Et c'est en 2003 qu'elle publie Le ventre de l'Atlantique, une ville qui retrace les rêves de ses compatriotes sénégalais, des rêves de meilleure vie, des rêves d'Occident, des rêves... En fait, bref, un livre, un chef-d'œuvre littéraire qui a connu un succès immense. Il a été présenté en 2008 au salon du livre de Frankfurt am Main, la ville dans laquelle je vis. Je n'étais pas encore en Allemagne, mais parce que j'ai lu, je le sais. Ce qui fait donc, en lisant, je comprends que si j'ai une initiative, si j'ai un projet à réaliser et qu'il ne marche pas à l'instant, je n'abandonne pas, je vais continuer et ça va finir par marcher. La lecture permet aussi de ne pas trouver d'excuses parce qu'il y a des gens, lorsqu'on dit il faut développer le Cameroun, passent le temps à accuser les autres, à accuser la colonisation des Blancs, à accuser le reste, à accuser les facteurs qui font qu'on ne se développe pas. Moi, je n'en ai rien à faire. Je trouve qu'il faudrait consacrer son temps à rassembler les facteurs qui nous permettront de nous développer, au lieu de passer le temps à justifier pourquoi on ne se développe pas. Nous ne sommes pas la pire situation possible. Le peuple d'Israël a été chassé pendant des millénaires de leur pays, ils ont été pourchassés, mais maintenant Israël fait partie des grands de ce monde sur le plan technologique, sur le plan des affaires, de l'économie, sur le plan alimentaire. Ils sont bien nourris alors qu'ils vivent dans le désert. Nous, au Cameroun, on n'a pas de désert, on a une végétation luxuriante, un sol très riche. Arrêtons donc de justifier pourquoi on a moins de nourriture qu'Israël. Il y a une petite ville au nord du Chili qu'on appelle Arica. Elle a connu une pluviométrie très faible, c'est-à-dire il n'a pas plu dans cette ville de 1903 à 1917. Il n'a pas plu dans cette ville pendant une très très longue période. Mais... cette ville-là, si vous la tapez sur YouTube ou si vous en regardez une photo ou si vous la visitez un jour, elle est bien plus moderne que beaucoup de nos villes d'Afrique qui n'ont pas ces problèmes-là. Il n'y a aucune ville en Afrique où il n'y a pas eu de pluie pendant 7 ans. Donc, arrêtons de se trouver des excuses. Nous avons l'Allemagne qui a connu 2 guerres, qui a dû payer les réparations de guerre. Nous avons Frankfurt am Main, la ville dans laquelle je vis, qui a été entièrement détruite. L'incendie de Londres en 1966, qui a détruit une bonne partie de la ville, n'a pas empêché Londres de redevenir la ville qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde a des souffrances, tout le monde a des démons avec qui il faut combattre, et ils ne passent pas le temps à justifier pourquoi ça ne marche pas. Au contraire, ils essayent de tirer parti de ce qui leur est arrivé, de prendre des leçons et de se développer. Donc, qu'on arrête de me trouver des excuses. Il y a des pays africains qui n'ont pas été colonisés, mais qui ne sont pas développés non plus. C'est pour dire que ça dépend de plusieurs facteurs. Accuser les autres ne produit en rien le développement. Il est temps de regarder en avant et non de construire un avenir sur le passé. C'est contradictoire. Donc, la lecture permet aussi, lorsqu'on découvre l'échec cuisant des autres, de constater que l'échec fait partie du parcours, comme je le disais tout à l'heure. C'est le 4e point. Les Américains ont envoyé le premier homme sur la Lune le 21 juin 1969, Neil Armstrong qui pose son pied là. Il dit que c'est un progrès pour l'être humain. Il prononce la phrase célèbre « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». On s'est donc dit « Nous sommes très avancés dans le domaine astronomique », mais même les Américains ont encore échoué dans ce domaine parce qu'en 2003, la navette Challenger explose en essayant de sortir de l'atmosphère terrestre et les astronautes à bord sont tués dans les flammes. C'est-à-dire une bonne trentaine d'années plus tard, on retrouve quand même encore des accidents techniques de ces pays-là qui ont posé le pied sur la Lune il y a 50 ans auparavant. Donc, c'est pour dire l'échec, ça fait partie du jeu. On ne déprime pas après l'échec, ça continue, tout le monde échoue, mais on n'abandonne pas. Le 5e point, la lecture permet de connaître son pays. Ça permet de ne pas seulement savoir que le Mississippi est le plus long fleuve du monde, mais de savoir aussi que la Sanaga, avec ses 918 km, est le fleuve le plus long du Cameroun. Ça permet de savoir que le pont que les Allemands ont construit sur la Sanaga à Edea était le pont d'acier, à courbe d'acier, le plus grand d'Afrique à sa construction. Dans les années 1900, ce sont des choses à savoir, ça fait partie de la culture générale, ça permet de connaître son pays. Et le 6e point, ça donne l'importance de connaître son pays parce que ça permet de voir des choses qu'on ne voyait pas et d'être assez surpris. Lorsqu'on dira à quelqu'un que mon pays, le Cameroun, est plus riche que l'Allemagne,
il vous rira au nez. Mais si vous comparez le Cameroun et l'Allemagne, vous allez vous rendre compte qu'il y a des atouts là-bas que les Allemands n'ont pas. Ils ont une végétation en Allemagne a priori homogène, les forêts semblent toutes se ressembler, la végétation se ressemble, les champs se ressemblent, mais nous, on a une diversité incroyable, la savane, la steppe, la forêt, le désert, la mangrove, bref, les fleuves, les lacs, on a tout. On a même 4000 km de côte sur l'océan Atlantique, ce qu'il n'y a pas en Allemagne. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan en Allemagne. Il n'y en a pas. Le nord, Hambourg ouvre sur la mer du Nord, la mer Égée, mais l'océan, comme sur la côte Atlantique au Cameroun, sur 4 km de surcroît, il n'y en a pas. Nous avons donc une richesse qu'ils n'ont pas. Arrêtons de trouver des excuses, prenons conscience de nos richesses et exploitons-les nous-mêmes. Parce qu'un Français m'a dit dernièrement dans une discussion, vos richesses au Cameroun, pour vous, le pétrole, ce n'était qu'un liquide visqueux. Donc, ne nous accusez pas de vous avoir exploité, vous ne saviez même pas à quoi ça sert le pétrole. Il a raison. Si nous prenons conscience de nos richesses, si nous n'en prenons pas conscience, arrêtons de dire ils viennent les exploiter parce que si déjà nous-mêmes on ne sait pas à quoi ça sert. Je ne vois pas l'intérêt de se plaindre. Donc, il faut le savoir. Ça permet aussi de savoir que le pays est même plus riche que ces pays-là pour lesquels on a fui nos pays qui sont plus riches, que nos pays sont justement dotés de plus de facultés. On a un sol naturel. On n'a pas les problèmes environnementaux qu'ils ont. On a une nature pure. On a une nature encore vierge. On a tout à travailler. De la même manière, voilà le 7e point. Ça permet de découvrir des choses très très curieuses. Il y a le mont Cameroun chez nous avec ses 4095 mètres. Il fait la moitié des monts de l'Himalaya, les monts les plus hauts au monde, ou des monts de la cordillère des Andes, presque la même hauteur, parce que dans les Andes, ils font 6000 km, 6000 mètres, chez nous c'est 4100 mètres, c'est approximativement. Il est grand, c'est une montagne volcanique qui produit à la fin des châteaux d'eau, parce que les conséquences du volcan, aussi surprenant que cela puisse paraître, sont une richesse. Nous avons donc des sources d'eau, si on les exploitait, c'est des sources d'eau pure, mais lorsque vous visitez les poubelles des ministres au Cameroun, lorsque vous voyez leur façon de vivre, c'est de l'eau importée de l'Europe, ça n'a pas le moindre sens, parce que nous avons des sources, nous avons des ressources à exploiter, on ne le fait pas, on est convaincu que l'autre a un produit meilleur et on se met à exporter des choses de moindre qualité. Ça permet donc d'ouvrir les yeux et de voir des choses qui n'ont pas de sens. Nous copions tout. Le rythme des vacances au Cameroun, nous avons les vacances en juin, juillet, août, ce qui correspond à la période estivale en été, mais chez nous ce n'est pas l'été, c'est la saison des pluies. Les Blancs ont choisi cette période pour se ressourcer, parce que quand il fait chaud, on ne veut pas travailler, on veut se détendre, mais nous qui n'avons pas les mêmes saisons, sans réfléchir, on a adopté ce système. Donc, quand on lit, on comprend ces choses-là, on comprend comment on est hors sujet et comment on copie sans trop réfléchir. Et ça nous permet de se poser des questions et d'essayer de voir dans quelle mesure changer les choses. La lecture permet aussi de connaître ses droits. Lorsque vous parlez à un paysan en Allemagne, il sait très bien pourquoi il n'a pas voté, il sait très bien pourquoi il n'a pas fait ceci. Même les mendiants sont très instruits. Les mendiants en Europe sont plus instruits que beaucoup de gens à l'université chez nous. Ils parlent de politique, ils parlent de l'ancien président, ils parlent du système, ils parlent de pourquoi il s'est retrouvé dans l'état où il est. Et c'est comme ça. La lecture permet de connaître ses droits, de connaître les droits qui n'ont pas été respectés et ça permet qu'on ne se fasse pas mentir. La lecture permet également, le 9e point, de développer sa curiosité. Nous avons nos petits frères qui posent beaucoup de questions. Il va vous demander qu'est-ce que la canicule? Vous allez lui dire la canicule, ça vient de l'étoile Sirius. C'est l'étoile la plus brillante depuis la Terre après le Soleil. On l'appelait canicula. Et elle se lève pendant les périodes de juillet et août au même moment que le Soleil. On a donc appelé cette période la canicule parce que le Soleil produit une grande chaleur. Et la lecture permet aussi, le 10e et dernier point, je suis obligé de faire vite parce que les 20 minutes seront bientôt atteintes, de pouvoir répondre aux gens qui vous provoquent. Quand je dis « moi je crois en Jésus », les gens qui n'y croient pas veulent me provoquer parce qu'ils pensent que je crois sans réfléchir. Ils disent « Jésus c'est une invention des Européens parce que la lettre J n'existe pas ». C'est un débat que j'ai eu sur Facebook, la lettre J n'existe pas dans la langue des Juifs. C'est vrai, mais Jésus ne parlait pas français, Jésus parlait araméen. Et l'araméen, Jésus, ça s'écrivait Yehoshua, avec Y.
pas J. Dans la modernisation, ça donnait Yeshua, on a abrégé. En latin, ça donnait Jesus. Et c'est ça qui donne Jésus en français. Donc, la lecture permet de comprendre pourquoi on est religieux, pourquoi on croit en Dieu, entre autres. On va approfondir ça plus tard. Et des gens ne viendront plus dire, vous croyez en ce que vous ne croyez pas. Donc, c'est comme ça qu'on développera notre pays en lisant. C'est comme ça qu'on comprendra ce qu'il faut faire. Et je laisse la place aux commentaires et je m'arrête d'abord là de peur que la vidéo ne soit pas publiée. Et à la prochaine.